Deuxième partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie du philosophe Pierre-Franklin Tavares et Anne-Marie Kofi Kouadiobla, docteur en droit. On passe tout de suite au reste de l'actualité dans le Grand Angle. Plus de 40 000 personnes ont été forcées de se déplacer depuis le début de l'année à l'ouest du Niger, dans les régions de Tillabéri et de Taoua, zone frontalière du Mali. Ils ont fui les attaques terroristes à répétition, mais une fois sur place, ils demeurent toujours dans l'insécurité. Ces réfugiés ont en effet besoin d'une aide humanitaire, mais vous allez le voir, elles peinent toujours à arriver. Siamlo Victoria Sechi. Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, dans l'ouest du Niger, plus de 42 000 personnes ont été forcées à se déplacer depuis janvier 2018. L'insécurité persistante aurait réduit l'accès d'une assistance urgente. Quand on annonce, parce que le plus souvent c'est quand ça arrive, où les populations sont attaquées au niveau des villages, qu'on annonce qu'effectivement il y a telle situation qui s'est produite dans telle localité, dans telle région, dans tel village précis. Et c'est à ce moment qu'on essaye de mettre en place un dispositif, mais le mal est déjà là. Dans un récent rapport, le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU a déclaré 2,3 millions de personnes en situation d'aide en 2018, soit une hausse de 400 000 par rapport à 2016. En cause, les attaques terroristes et autres mouvements armés qui persistent aux frontières partagées avec le Nigeria et le Mali. À Tillabéri, une évaluation menée en août a permis d'enregistrer 32 703 personnes sur plusieurs sites abritant des déplacés. À Taoua, région voisine, une autre évaluation du 5 au 10 septembre a recensé 10 091 personnes vivant sur 3 sites. En janvier, seulement 540 déplacés avaient été officiellement dénombrés dans cette région où l'état d'urgence, en vigueur depuis mars 2017, a été reconduit début octobre. Entre le 1er et le 10 octobre 2018, une opération de sécurisation alimentaire a été assurée par l'armée nigérienne. En juillet, un premier corridor humanitaire négocié avec la force conjointe du G5 Sahel avait permis au Programme alimentaire mondial et à des ONG d'acheminer des vivres et des biens non alimentaires à 5 570 déplacés. Alors, ces mouvements de population, la conséquence directe de l'instabilité au Mali où depuis 2015, il y a eu une extension de la menace du nord vers le sud et désormais vers les pays frontaliers comme le Burkina Faso et le Niger particulièrement. Ces déplacements donc, de population, ça illustre véritablement, on l'a vu dans le reportage, l'extension de la menace, Pierre-Franklin Tavares. Oui, tout à fait. Mais il faut en même temps rappeler deux choses, si vous me le permettez. La première, c'est que la crise alimentaire dont nous parlons, elle précède la crise civile avec Boko Haram dans l'histoire. Deuxièmement, nous avons affaire à une crise qui est maintenant quasiment chronique. Pour ceux qui ont un peu de mémoire, savent que depuis 20 ans à peu près, chaque année, le Niger, je le rappelle, qui est le pays classé comme le plus pauvre au monde, est confronté à ce drame-là. Et troisièmement, si vous me permettez, c'est de dire aussi que ce n'est pas tout le Niger. Vous avez situé à la géographie les lieux de difficulté, mais en même temps, il y a des classes sociales ce sont essentiellement les classes agricoles et agro-pastorales, pastorales et agro-pastorales, qui sont confrontées à cela. Nous avons, si vous vous en souvenez, évoqué ici la relation militaire entre le Nigeria et le Niger. Là, nous retrouvons avec des mécanismes de marché sur la production agricole, avec la différence entre le Naira et le franc CFA, un mécanisme qui appauvrit encore les populations. Donc par conséquent, nous sommes là devant un mécanisme qui n'est pas simple, qui ne tient pas simplement du conflit militaro-civil ou religieux avec Boko Haram, mais qui renvoie aussi à d'autres lignes de force monétaires, à la fois monétaires, climatiques, mais aussi à je crois, une incapacité aussi de l'État, parce qu'il faut le dire, une incapacité de l'État du Niger à penser cette difficulté-là, et ça, ce n'est pas normal. Le Niger n'est pas le premier pays africain à être confronté à un cycle de famine. Je rappellerai, je l'ai souvent dit ici, que le pays qui au monde a le plus souffert, et notamment en Afrique, et qui se situe dans la bande sahélienne, la même bande sahélienne, c'est le Cap-Vert. Et puis là, vous avez une classe politique qui a décidé, sur 20 ans, 25 ans, de régler ce problème-là. Donc je crois aussi qu'il faut une détermination, une autodétermination du politique au Niger. Anne-Marie Kofi Kouadiobla. Mais toute cette crise humanitaire due à l'insécurité révèle
enfin que nos gouvernants, nos autorités ne gouvernent pas par anticipation. Parce que, comme M. Tavares vient de le dire, ce n'est pas la première fois que le Niger fait face à cette situation. Il va falloir aussi que nos organisations internationales, à savoir que ce soit l'UA, que ce soit la CEDEAO, revoient un peu les tests qui les ont créés en y introduisant toutes ces nouvelles crises-là. Parce que ça permettra de prévoir des mécanismes d'intervention ou de prise en charge. Mais chez nous, il n'y a pas de prise en charge. Je prends un exemple tout banal. Ici, quand il y a des inondations, il y a les gymnases qui sont là. On essaie de reloger les gens vite fait. Le minimum vital qu'on peut apporter à un être humain, c'est lui donner à manger et dormir. Chez nous, il n'y a pas. Tout est devenu, avant tout était devenu priorité, comme je le dis, mais maintenant tout est devenu une question d'urgence. Donc il va falloir que nos organisations internationales, que nos dirigeants aussi, nos chefs d'État gouvernent par anticipation, c'est-à-dire on se dit telle crise ou telle situation ou telle catastrophe naturelle est arrivée dans ce pays. Si ça arrive chez nous, qu'est-ce qu'on fait? Ou ils effectuent des missions en y allant. Quand c'est arrivé, qu'est-ce qui vous a permis? Quels sont les premiers actes que vous avez posés? Ça permettra aussi d'éviter un certain nombre de choses. Mais là aussi, il va falloir aussi que les Africains soient solidaires parce que le Niger, chez nous, les frontières sont très poreuses. Parce que, comme on le dit, il y a eu le découpage de l'Afrique qui a abouti à l'intangibilité des frontières. Du coup, moi, ma cousine est restée au Ghana, je suis restée en Côte d'Ivoire. Vous, votre cousine est restée au Mali, vous êtes resté au Burkina Faso. Ben, quand il y a des soucis, moi, j'ai ma cousine de l'autre côté. Il faut que j'y aille. Mais quand on y va, c'est un de plus parce que la vie devient difficile. Le coût de la vie devient de plus en plus cher en Afrique. Quand une bouche arrive dans un foyer, ce sont des charges de plus. Donc, ce sont nos autorités qui doivent prendre. On leur demande beaucoup, mais nous aussi qui pouvons faire quelque chose, il va falloir qu'on le fasse. Mais moi, je dis, la première responsabilité revient à nos États. Il faut que nos États africains diminuent leur train de vie. Tant qu'ils ne le font pas, on ne va pas s'en sortir. Alors, vous émettez effectivement un certain nombre de solutions et l'une de ces solutions, c'est bien entendu le G5 Sahel, et également la résolution véritablement de la crise malienne qui a un enjeu véritablement régional, Pierre. Voilà, parce qu'en fait, c'est une déstabilisation de toute la sous-région ouest africaine. Vous l'évoquez, le Mali est lié au Niger, qui est lié au Burkina, qui est lié à la Côte d'Ivoire, donc ça fait un package. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, il faut quand même... Il y a des pays qui sont beaucoup plus pauvres au monde que tous ces pays réunis, ou même ces pays pris chacun à part, et qui ont des politiques publiques extrêmement audacieuses, extrêmement courageuses, et qui ont une vision très claire. Et surtout, qui ont le sentiment que les institutions sont faites d'abord pour les populations. Et ça, malheureusement, nous n'avons pas, dans cette zone-là, cette vision. Le G5 Sahel, pour fonctionner, a besoin des subventions de l'Europe, de l'Union européenne, et puis même au-delà. Alors, elle ne peut pas être libre. Vous ne pouvez pas demander à une structure qui, rien que pour son fonctionnement, n'est pas libre. Vous ne pouvez pas lui demander d'aller aider ces populations-là. Donc c'est pour ça que moi, je plaide toujours pour une réforme de nos États. Il faut qu'elles modifient leur nature même, qu'elles deviennent de vrais États. Que nos hommes politiques soient véritablement formés comme tels à l'histoire, aux grandes disciplines politiques, à la grande culture intellectuelle, etc. Mais ça, je crois que il faudra encore attendre quelques temps, parce que la première vague, Senghor et tout ça étant passé, là nous avons affaire à d'autres personnes, d'autres qualités, je ne dirai pas plus. Alors peut-être pour l'heure, c'est donc véritablement le grand défi, c'est la mise en application des accords d'Alger, Anne-Marie Kofiko-Adiebla. Oh, oui, pas seulement l'accord d'Alger, mais on essaie de voir ce qu'il peut amener la sécurité dans un premier temps, parce que pas de sécurité, il n'y a rien. Tous les investissements, tous les pays sont à risque, tant qu'il n'y a pas de sécurité, dans un premier temps. Soit le G5 collabore met en application l'accord d'Alger et d'autres accords qui pourraient lui permettre de maintenir la sécurité, mais le G5 tout seul ne va pas y arriver parce que les espaces sont très vastes. Vous prenez le Mali qui est vaste, très vaste. Vous prenez le Niger et le Sahel aussi est très dense avec des grottes où les terroristes, qui constituent des nids pour les terroristes.
Il faut la solidarité. Moi, je plaide beaucoup sur la solidarité africaine. Même les États qui ne se sentent pas concernés doivent mettre leurs mains à la pâte parce que lorsque il y a l'insécurité dans un lieu, tant qu'on n'est pas concerné, on se dit c'est l'autre, mais ça va affecter toute la région et aucun espace africain ne sera en sécurité. Pierre-Franklin Tavares. Toujours donc sur cette crise qui affecte donc toute la région. Alors j'insiste beaucoup sur le Mali parce que effectivement la résolution de cette crise est véritablement le point qui bloque. Tout à fait, parce que vous évoquez les accords d'Alger. Si ces accords-là ne sont pas encore appliqués, il y a sans doute une raison, d'une part. Mais je crois que fondamentalement, nous avons affaire à des États qui, alors je ne vais pas aller jusqu'à dire faillis, des États qui sont trop faibles. Qui ne peuvent pas répondre d'eux-mêmes. Sur la crise malienne dont vous parlez, l'État malien, qui est un État extrêmement affaibli, est dépendant à la fois de la géopolitique algérienne, qui considère le sud, c'est-à-dire le nord du Mali, comme une zone commerciale naturelle, avec l'expansion qu'elle y trouve pour déboucher un certain nombre de ses produits. Vous avez en même temps une armée française qui soutient l'armée malienne. C'est-à-dire qu'il y a en fait un démembrement, c'est ça qui est le plus grave, c'est ça qui est le plus difficile. On ne maintient pas ses frontières, on ne peut pas nourrir ses populations. Finalement, qu'est-ce qui reste? Ce sont des présidences, si je puis dire, de fortune. Voilà, il faut de vraies armées, il faut une vraie administration. Et puis, je me plais toujours à dire que pour ce type de pays, mais l'histoire est tragique en ce sens-là, il faudrait des personnes avec la détermination de Kagame. Vous mettez une personne avec le profil de Kagame au niveau du Mali, en 2-3 ans, l'affaire est entendue. Voilà. Donc je pense qu'il y a des problèmes aussi de cet ordre-là. L'histoire de l'Afrique bégaye parce qu'on n'a pas toujours les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Anne-Marie ? Comment on fait pour avoir les hommes qu'il faut si les hommes qui sont à la tête de nos États ne sont pas élus par leur population? Parce qu'on se rend compte que ces chefs d'État sont là, mais qui les met là, c'est en fonction des intérêts des pays occidentaux. Donc, dans un premier temps, je pense que tout doit partir de la base. Il faut permettre aux populations de choisir qui doit les gouverner, parce que quand le président n'est pas gouverné par n'est pas désigné, n'a pas été élu par la population, quand il vient, il s'en fout, il n'a aucun lien de rattachement avec la population. Pourquoi il va faire le job de la population? Pourquoi il va satisfaire la population? Ce qu'il faut rajouter sur ce point, madame, je vais prendre un exemple que vous connaissez bien, qui est le Ghana. Nous avions là-bas à l'époque, après donc la grande phase du consensus de Nkrumah, un effondrement des élites. Et puis vous avez un simple aviateur, militaire, officier, conscient de ses responsabilités historiques, et qui est arrivé, et personne n'aurait pu imaginer qu'on puisse, comme ça, en une décade, sortir le Ghana du traumatisme moral, de la gabegie, de la corruption dans lequel ce pays-là était, un des pays les plus prometteurs. Donc je pense aussi, c'est vrai, on peut recourir. Il a fait parce que c'était un homme de vision. Voilà, mais nous, nos présidents, exactement. Qui sont-ils? Et il n'est pas passé au départ, madame, par le suffrage démocratique. Il a fait un coup d'État qui a été mal accepté, mais ensuite il a été le meilleur élève du FMI. C'est-à-dire qu'on peut même être meilleur élève du FMI, satisfaire à sa population et puis inscrire des institutions démocratiques. La qualité des hommes, c'est ça qui est le plus important. J'évoquais tout à l'heure Kagame, bien évidemment il y en a d'autres. Je prends cet exemple extrême parce que c'est celui, bien évidemment, qu'on évoque le plus souvent. Et dans chaque peuple, madame, dans chaque peuple, il y a des hommes de qualité. Merci beaucoup à tous les deux. Mais certains ne sont pas à leur place, quoi. Merci beaucoup. On marque une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.